Bonjour à tous, donc je suis Xavier Delpuech de l'IAV. Je vais vous parler d'enherbement sous le rang. Juste en préambule, dire que les travaux qui vont être présentés dans cette première partie ont été financés grâce à France Agrimaire et des fonds régionaux. Si on parle de nouvelles alternatives au désherbage chimique sous le rang, c'est parce qu'on est dans un contexte qui évolue, avec une pression réglementaire et sociale pour utiliser moins d'herbicides. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui est Grenelle de l'environnement ou plan éco-phyto. Il y a aussi des zones à enjeux particuliers, comme les zones de captage prioritaire. Vous avez ici une carte. Alors je crois que j'ai un pointeur. Donc une carte des captages prioritaires sur Languedoc-Roussillon. Vous voyez qu'il y en a un certain nombre. Bon, ils ne ressortent pas très bien sur la carte. Et parallèlement à tout ça, on a un développement de l'agriculture biologique qui fait qu'aujourd'hui, on a une tendance à avoir un développement dans le vignoble des stratégies dites zéro herbicide. Alors traditionnellement, les stratégies zéro herbicide font appel au désherbage mécanique. Une des difficultés, c'est que le désherbage mécanique sous le rang, il est difficile sur la ligne des souches, notamment à cause de différents facteurs. Le premier, c'est la présence des piquets et des souches qui ralentissent le travail. Ça peut générer aussi, bien sûr, des impacts sur le système racinaire, des risques de blessures. Une des autres difficultés du désherbage mécanique sous le rang, c'est qu'on doit intervenir dans des fenêtres de passage qui sont limitées dans le temps, puisqu'il faut intervenir au bon moment, bon stade des adventices, mais aussi bon état de structure du sol, et aussi avoir la perspective d'une météo favorable dans les prochains jours. Ce qui génère aussi des problèmes de disponibilité de main-d'œuvre à une période qui est aussi dense en termes de travail. Du coup, des coûts de main-d'œuvre, des consommations de carburant qui sont assez élevées et des risques des sols. Bref, il y a un certain nombre de limites des désherbage mécanique sous le rang, ce qui font aujourd'hui que les techniciens s'interrogent et cherchent des alternatives à ce désherbage mécanique. Et aujourd'hui, on va parler d'enherbement sous le rang, donc c'est moi qui vous ferai cette présentation, mais aussi de paillage végétaux, et c'est Frédéric Prigent de la Chambre d'agriculture de l'Aude qui vous donnera quelques éléments sur cette technique. Alors concernant l'enherbement sous le rang, si on s'interroge et si on aujourd'hui sur cette technique, c'est déjà d'une part parce qu'il y a de nouveaux outils qui sont apparus, des tondeuses intercept. Ceux qui ont été au Citelli ont certainement pu voir ce genre d'outils dans les allées du salon. On sait que l'enherbement est favorable à la protection des sols, notamment pour préserver de l'érosion, garder des bonnes structures du sol et puis une vie dans les sols favorables. Ça peut permettre un meilleur respect des souches, notamment du système racinaire, puisqu'on n'a pas d'intervention mécanique qui remue le sol sur les premiers centimètres, et plus de souplesse d'intervention, c'est-à-dire qu'on peut tondre de manière beaucoup plus souple dans le temps. On peut décaler la tonte d'une dizaine de jours si les conditions ne sont pas favorables, alors que sur le désherbage mécanique, on peut être parfois beaucoup plus contraint. Avec malgré tout quand même quelques questions. La concurrence de l'herbe sur la vigne, quelles espèces on peut mettre en place sous le rang, et bien sûr quelles sont les conséquences techniques de cette technique-là dans l'itinéraire. Donc je vais essayer d'aborder ces trois questions-là et de vous donner quelques éléments de réponse. Alors sur la concurrence sur la vigne, je vais me baser sur les données d'un essai qu'on a mis en place en Costière de Nîmes, sur Sierra, avec un enherbement sous le rang à base de fétuque rouge gazonnante, et sur lequel on a comparé deux modalités, donc un témoin qui est en désherbage intégral, avec un enherbement sous le rang. Donc vous voyez sur cette photo qu'on a mis de l'herbe uniquement sous le rang, et l'interrang étant maintenu désherbé. Alors on a observé, on a travaillé, on a essayé de suivre les impacts de l'herbe sur la dynamique hydrique. Donc on a pu mettre en place des suivis qui donnent ce genre de résultats. Vous voyez ici l'évolution au cours du temps de la teneur en eau du sol. Donc sur les modalités témoins, ce sont les deux carrés en haut, et les modalités enherbées sous le rang, donc en bas, en 2012 et en 2013. Donc c'est relativement simple à lire, plus le graphique est bleu, plus il y a d'eau dans le sol à ce moment-là. Donc vous voyez qu'en 2012, on est sorti d'un hiver assez sec, donc avec des sols qui étaient relativement pauvres en eau, que ce soit dans la modalité témoin ou enherbé sous le rang. Et à partir du débourrement, heureusement, on a eu des pluies de printemps qui ont un peu rattrapé la situation. Donc on a eu une recharge en eau des sols. Et ce qu'on peut observer en termes de différence entre les deux modalités, c'est que l'enherbement sous le rang là, appauvrit la teneur en eau dans les horizons superficiels du sol pendant le printemps. Et ça se voit encore mieux en 2013, où là, par contre, on a eu des pluies hivernales qui ont permis une bonne recharge du profil. Et on voit très bien la consommation de l'herbe, vous voyez, jusqu'à 30 cm de profondeur. On a cette consommation là pendant la période printanière.
qu'on ne voit pas sur le témoin. Alors cette consommation hydrique, bon, elle était attendue, hein. On sait très bien que l'herbe, quand elle se développe, elle consomme de l'eau. Elle s'accompagne aussi d'une consommation minérale, hein, d'une concurrence minérale, et qu'on voit notamment sur la nutrition azotée. Donc il y a plusieurs indicateurs pour évaluer la nutrition azotée d'une vigne. J'ai pris pour exemple ici l'indice N-Tester qui permet d'évaluer la teneur en azote, hein, des feuilles tout simplement. Et vous voyez la comparaison des deux modalités, elle avait raison, entre différents millésimes, hein, 2011, 2012, 2013. Je ne sais pas si je vous l'ai précisé, mais l'enherbement a été implanté en 2010. Donc 2011, c'était la première année d'enherbement sur la parcelle. Et donc vous voyez qu'on a cette concurrence avec des modalités enherbées sous rang qui sont avec des teneurs, des indices N-Tester qui sont plus faibles que sur les modalités témoins. Alors évidemment, ce n'était pas complètement inattendu, hein, puisque c'est des choses qu'on observe aussi avec de l'enherbement dans l'interrang, cette concurrence hydrique et minérale. On sait qu'un enherbement dans l'interrang a un impact sur le rendement. Quid de l'enherbement sous le rang. Donc on a suivi bien sûr les rendements sur cette parcelle-là. Donc vous voyez ça, 2010 c'est la première année, à la récolte on a semé à l'automne, hein, donc à la récolte en fait il n'y avait pas d'herbe, donc les deux modalités sont quasiment identiques, il n'y a pas de différence. Et par contre la première année on a vu un petit effet négatif de l'enherbement sur le rendement qui s'est compensé les années suivantes, voire un gain légèrement positif pour l'enherbement sous le rang en 2013. Mais quoi qu'il en soit, d'une année sur l'autre, ces résultats ne sont pas significatifs. Alors c'est vrai que ce sont des résultats sur une parcelle. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on retrouve ces résultats-là sur d'autres parcelles? Donc là, je vais m'appuyer sur un réseau d'essais, puisqu'on n'est pas les seuls à réaliser des essais d'enherbement sous le rang. Il y a un certain nombre de partenaires qui ont mis en place des essais dans la région Languedoc-Roussillon et même ailleurs, hein, puisque vous voyez là, c'est la position des parcelles d'essai sur cette carte. Il y en a qui remontent dans le Vaucluse ou dans la Drôme avec des partenariats avec différentes chambres d'agriculture, le Grabe aussi. Donc en mettant en commun un petit peu tous ces résultats, voici ce qu'on peut observer, hein, toujours l'impact sur le rendement. Donc vous voyez ici par rapport à l'impact de l'enherbement sous le rang sur le rendement, en prenant pour référence le rendement du témoin, donc c'est cette barre 100, ce qui signifie que tous les points au-dessus de cette barre, l'enherbement sous le rang a eu un rendement supérieur au témoin, et inversement, tous les points en dessous de cette barre ont eu un rendement inférieur au témoin. Donc globalement, il y a plus de points sous la barre qu'au-dessus, hein, ce qui fait qu'en moyenne, on a un impact sur le rendement d'à peu près moins 9%, mais c'est relativement variable, avec des fois des effets positifs et parfois relativement négatifs. Donc il y a différentes espèces qui sont testées, je vais y revenir un petit peu plus tard. Ce qui peut être intéressant de voir aussi, c'est qu'on a une tendance à avoir un impact assez marqué en deuxième année, et après on a l'impression que le système s'équilibre et que les rendements se corrigent. Il faudrait avoir un petit peu plus de suivi, un petit peu plus de recul sur ces essais pour vérifier si cette adaptation perdure dans le temps, hein. C'est quelque chose qu'on avait pu observer sur les enherbements sous rang où à partir de la deuxième ou troisième année, on a une espèce de correction qui se met en place. Alors si je résume, on a en fait des effets agronomiques semblables à un enherbement de l'interrang classique, hein, ce qui n'est pas vraiment étonnant, mais toutefois une concurrence qui est potentiellement plus modérée, d'une part parce qu'on a une surface d'enherbement qui est plus restreinte que quand on le met dans l'interrang. On peut être autour de 25-30%, et si on veut limiter la concurrence, on aura intérêt à désherber vraiment jusqu'au ras des ceps. Et en plus, on a un autre phénomène qui peut intervenir, donc là c'est un peu une hypothèse de travail, je n'ai pas d'informations qui la confirment, mais vous voyez sur cette photo quand on met de l'herbe sous le rang, il va être forcément plus à l'ombre que dans l'interrang, ce qui va limiter sa consommation en eau et sa croissance, donc potentiellement moins de concurrence. Et enfin, on peut jouer sur l'espèce pour essayer de trouver des espèces peu concurrentielles. Ce qui m'amène à parler des espèces. Donc, la question, c'est de savoir quelle espèce on peut implanter pour mettre sous le rang. L'idée, ça va être d'avoir une espèce qui est couvrante pour avoir une bonne maîtrise des adventices, rase pour éviter de multiplier les tontes, et dans l'idéal, peu concurrentielle. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'essais qui sont mis en place par différents partenaires avec différentes espèces, hein. Je ne vais pas toutes les passer en revue, mais vous avez de l'orge des rats, des légumineuses comme le trèfle blanc nain ou du trèfle fraise, du brome des toits, qui est aussi une petite graminée annuelle, hein, qui a un cycle semblable à celui de l'orge des rats, ou de la piloselle éperlière,
qui est par contre une espèce, elle, pérenne. Voire des mélanges, fétuque rouge gazonnante et trèfle fraise, qu'on est en train d'essayer d'évaluer à l'IAV. Je n'en ai pas parlé parce que c'est un essai qu'on a mis en place très récemment, donc on n'a pas encore beaucoup de résultats dessus. Alors, quelques premiers résultats sur le comportement de ces espèces. En fait, on peut différencier des espèces qui ont une pérennité insuffisante, c'est-à-dire qu'elles vont vite être concurrencées, polluées par des adventices, ce qui fait qu'en fait, on ne va pas les conseiller sous le rang, hein, parce que, évidemment, l'idée, c'est pas de ressemer tous les ans, surtout que le semis sous le rang, c'est quand même relativement compliqué à mettre en œuvre. Donc voilà, c'est les bromes d'étoiles, l'orge des rats, ou plus généralement les légumineuses, quand elles sont semées seules, on s'est aperçu qu'on avait des pérennités qui étaient insuffisantes. Il y a des espèces qui sont potentiellement intéressantes, c'est-à-dire qu'elles offrent une bonne couverture du sol avec une pérennité qui, jusqu'à présent, hein, dans nos essais, semble satisfaisante. Donc la piloselle épervière et la fétuque rouge gazonnante. Donc la piloselle épervière, une des difficultés, c'est de la mettre en place, parce que c'est une espèce qui ne se sème pas, donc il faut la repiquer. Donc à l'échelle d'une parcelle, c'est quand même plus compliqué à mettre en œuvre. Et il y a des espèces qui restent à caractériser, parce que c'est une question un petit peu qu'on continue à se poser, avec différents essais qui sont en place, ou qui ont été mis en place. Et là, je vous mets une petite photo pour faire un clin d'œil à Frédéric qui passera ensuite, de Sedum gispicola, voilà, qui est un essai qui a été mis en place, je crois, enfin, l'année dernière ou il y a 2 ans, l'année dernière. Donc si vous avez des questions, vous pourrez les poser à Frédéric sur cette espèce. Alors le dernier point à prendre en compte, c'est les contraintes techniques. Donc là, je me suis appuyé sur un travail très intéressant qui a été mené dans la région sud-ouest, c'est le programme Zéro Herbivity, où l'idée, ça a été de mettre en place des enherbements sous le rang à l'échelle d'une exploitation, à l'échelle parcellaire, et plus à l'échelle expérimentale, pour identifier justement les difficultés techniques qu'il y a dans la mise en œuvre de cette technique. Donc les voici les principales, hein, qui ont été citées. La première, c'est la problématique du semis, puisqu'on n'a pas de matériel spécifique dédié. Le second problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des tondeuses qui fonctionnent à des vitesses assez lentes, hein, donc des vitesses de travail assez lentes, qui font que le temps de passage peut être important à l'hectare. Un point important à appréhender, c'est qu'évidemment, quand on fait de l'enherbement sous le rang, on ne peut plus utiliser peut plus réaliser des pamperages chimiques, donc il faut faire des pamperages manuels ou mécaniques. Ça peut poser quelques difficultés dans le relevage des fils par rapport aux instruments de tonte. Et puis un dernier point que j'ai rajouté plus par rapport à des problématiques régionales, c'est la présence ou non d'irrigation, parce que si on a une irrigation goutte à goutte sous le rang, on peut favoriser de manière un peu exponentielle la croissance de l'herbe, ce qui peut être un peu contradictoire avec l'objectif. Donc voilà, pour conclure, c'est une alternative qui, à notre sens, est potentiellement intéressante dans un objectif zéro herbicide, hein, il faut bien être dans cet objectif-là, qui va être à raisonner comme l'enherbement en fonction de la parcelle, hein, en fonction du sol, des objectifs de production. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de contraintes techniques qui vont être, dont il va falloir tenir compte pour mettre en place cette technique-là sur une parcelle. Donc on est encore en phase un petit peu d'acquisition de données, hein, sur ces techniques innovantes. Voilà, je voulais terminer en remerciant ces personnes. Je ne vais pas les citer parce qu'elles sont assez nombreuses, mais voilà, pour les données expérimentales et nos financeurs pour le financement de ces travaux. Merci de votre attention. Merci Xavier Delpuech.